c'est une utilisation extrêmement restreinte, surtout quand on compare cette utilisation à celle qui est faite des organes qui sont prélevés sur des adultes décédés dans le cadre des greffes qu'on connaît bien. Donc c'est quelque chose de beaucoup moins fréquent qui entre souvent dans le cadre de protocoles de recherche thérapeutique. Donc, ce sont rarement des procédures inscrites dans la pratique médicale validée. Lorsque des tissus ou des cellules sont prélevés sur des fœtus, il s'agit de prélèvements qui sont faits sur des fœtus qui sont issus d'interruptions volontaires de grossesse dans l'extrême majorité des cas. Le problème éthique soulevé par ce type de pratique, le prélèvement de tissus ou cellules sur un fœtus provenant d'une interruption volontaire de grossesse, le problème posé est lié au risque qu'il y ait collusion entre la pratique, la décision et la pratique de l'interruption volontaire de grossesse d'une part, et d'autre part entre le prélèvement des tissus sur le fœtus et puis leur utilisation aux fins de greffe pour un tiers. En fait, le souci est simplement d'éviter que l'utilisation qui sera faite du fœtus après son décès par interruption volontaire de grossesse consiste à éviter que cette utilisation ne conduise à inciter ou à pousser en faveur de la pratique de l'interruption de grossesse. Il faut veiller simplement à une bonne dissociation entre ces deux décisions qui doivent rester parfaitement indépendantes. Une cellule souche, qu'est-ce que c'est ? C'est une cellule indifférenciée qui a la possibilité de se reproduire, de se renouveler, maintenant donc un stock constant de cellules souches, et qui a en même temps la capacité de se différencier dans des cellules particulières, mais issues donc toutes de cette même cellule souche. Et ces cellules différenciées vont assumer différentes fonctions au sein de l'organe dont provient la cellule souche. Alors la cellule souche, on peut en trouver chez l'adulte, chez le fœtus et chez l'embryon. Nous, adultes, nous avons tous des cellules souches, par exemple dans notre moelle sanguine, qui nous permettent, ces cellules souches, de fabriquer en permanence et de renouveler notre stock de globules rouges et de globules blancs. Il y a donc également, bien sûr, des cellules souches chez le fœtus, mais les cellules souches qui maintenant suscitent l'intérêt le plus important, ce sont les cellules souches embryonnaires, parce qu'elles ont un potentiel de différenciation un peu plus large que les cellules souches qui se trouvent chez l'adulte. Alors pour reprendre un petit peu l'origine de cette cellule souche chez l'embryon, reprenons aussi la constitution de l'embryon. Un embryon, l'embryon il résulte de la fusion de l'ovule et du spermatozoïde, qui donne donc naissance à une première cellule embryonnaire, laquelle va se diviser en de multiples cellules embryonnaires jusqu'à aboutir à ce stade du blastocyste, dans lequel la masse centrale est constituée de cellules pluripotentes. Ce sont les cellules souches embryonnaires qui vont donner naissance à l'embryon, puis bien sûr à l'adulte. Chacune de ces cellules souches va donc avoir la possibilité de se différencier dans chacun des tissus différents, c'est-à-dire le muscle, le cœur, les vaisseaux, la moelle, le cerveau, etc., du fœtus et de l'adulte. Et donc ces cellules souches, au stade blastocyste de l'embryon, sont ce qu'on appelle les cellules souches embryonnaires. Et ce sont ces cellules qui suscitent l'intérêt des scientifiques et des médecins à l'heure actuelle. On sait, sur le plan scientifique, qu'il est possible de prélever ces cellules souches embryonnaires au stade blastocyste, ce qui conduit à ce moment-là donc à la destruction de l'embryon. Il est possible de les prélever, de les mettre en culture et ensuite, en ajoutant dans le milieu de culture telle ou telle substance, il est possible de faire se différencier ces cellules souches embryonnaires en cellules souches de la moelle sanguine, par exemple, ou bien en cellules souches qui vont donner du muscle, ou bien en cellules de la peau, etc., dans toutes les lignées
que l'on peut imaginer. Alors, je dis il est possible, c'est vrai que pour l'instant, c'est encore à l'état de recherche, mais on sait que cette possibilité de différenciation des cellules souches embryonnaires existe, et elle ouvre donc la voie à des perspectives thérapeutiques pour les malades en attente de greffe, puisqu'on pourrait donc créer les cellules qui seraient nécessaires à ce patient en fonction de sa pathologie, en faisant se différencier les cellules souches embryonnaires dans le sens désiré. Il faut considérer différents cas de figure. À l'heure actuelle, il existe un certain nombre d'embryons qui ont été fabriqués in vitro, c'est-à-dire en dehors du corps de la femme, qui sont donc fabriqués in vitro, et ceci est pratiqué en fait dans le cadre des procréations médicalement assistées. Lorsqu'un couple stérile cherche à avoir un enfant, certaines aides qu'on peut lui apporter sur le plan médical consistent à faire fusionner dans une éprouvette l'ovule de la femme et le spermatozoïde de l'homme, et on obtient donc des embryons. Ces embryons, ils vont être réimplantés dans l'utérus de la femme, mais il peut arriver que l'on ait davantage d'embryons disponibles que d'embryons réimplantés. Et donc on a ce qu'on appelle les embryons surnuméraires. Ceux-là, ils sont congelés, de telle sorte qu'ils puissent, dans le futur, servir pour d'autres grossesses chez la femme de ce même couple. Mais parfois, le désir d'enfant du couple n'existe plus au bout d'un certain temps et restent donc ces embryons surnuméraires dont on ne sait pas quoi faire. La loi de bioéthique de 1994 prévoit que les embryons qui ont été conçus in vitro avant 1994 puissent être dans un délai de 5 ans après leur conception. S'il n'y a plus de désir d'enfant de la part du couple, eh bien, qu'ils puissent à ce moment-là soit être proposés à un autre couple stérile qui, lui, ne réussit pas à avoir d'embryon, soit qu'ils puissent, dans le cas où il ne serait pas accueilli par un autre couple, qu'ils puissent être détruits. Il y a donc aujourd'hui des embryons surnuméraires dont le destin est d'être détruits. Alors, il serait là possible, au lieu de les détruire, de les utiliser à cette fin d'utilisation des cellules embryonnaires souches que nous venons de voir. Deuxième source possible de ces cellules embryonnaires souches, eh bien, ce seraient des embryons qu'on aurait créés in vitro de la façon classique, par fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde, mais qu'on aurait créés in vitro exprès aux fins d'utilisation des cellules embryonnaires souches. Obtenir des cellules souches embryonnaires à partir d'embryons très particuliers qui auraient été créés spécifiquement aux fins de greffe, mais qui auraient été créés d'une façon particulière, non plus par fécondation in vitro comme pour les embryons classiques, mais qui auraient été créés par la méthode dite du clonage thérapeutique. Alors, dans le clonage thérapeutique, on prélève sur un individu donné, quel que soit son sexe, homme ou femme, on prélève donc sur cet individu un petit peu de peau, par exemple, grâce à une biopsie cutanée, et on va extraire d'une cellule cutanée le noyau. Par ailleurs, on prélève chez une femme un ovocyte, c'est-à-dire un ovule, dont on va extraire le noyau. Et puis on va introduire le noyau de la cellule cutanée provenant de l'individu donné. On va introduire ce noyau dans l'ovule énucléé de la femme, et ceci va constituer la première cellule qui, mise dans des conditions adéquates, va pouvoir se diviser pour donner un embryon, en tout cas les premiers stades d'un embryon. Une fois qu'on a obtenu cet embryon qui s'est divisé et qui est arrivé au stade blastocyste, on peut utiliser les cellules embryonnaires souches de ce blastocyste qui, sur le plan génétique, sont exactement identiques à l'individu qui a donné le noyau. Et on peut donc faire se différencier ces cellules embryonnaires souches en
moelle osseuse par exemple, ou en cellules du cerveau, si c'est ce dont l'individu a besoin pour une greffe. Alors cet embryon, il a ceci de très particulier, qu'il est issu de la fusion d'un cytoplasme d'un ovule, donc d'une femme, et d'un noyau d'une cellule somatique adulte. Alors que habituellement, l'embryon est issu de la fusion de deux gamétocytes, l'ovule de la femme et le spermatozoïde de l'homme. Dans le cas de la greffe de cellules embryonnaires souches provenant d'embryons surnuméraires, il y a la barrière immunologique entre le receveur et le couple qui a donné naissance à cet embryon. Par contre, dans le cadre du clonage thérapeutique, il y a identité entre les cellules embryonnaires souches et le donneur de noyau, qui sera également le receveur de la greffe. Donc on supprime ce problème de tolérance immunologique. Mais ce clonage thérapeutique, il n'est pas sans inconvénient sur un plan technique et sans risque sur le plan moral. Alors, les inconvénients techniques. D'une part, il y a pour l'instant une très faible efficacité, un très faible rendement entre guillemets du clonage thérapeutique lié à des difficultés techniques. C'est difficile d'obtenir un embryon par cette technique de clonage. Premier problème. Deuxième problème, on ne peut pas garantir que les cellules de l'embryon soient strictement normales sur le plan chromosomique. Il persiste un risque de cellules anormales. Donc voilà pour les inconvénients, je dirais, d'ordre technique liés au clonage thérapeutique. Mais il y a aussi des risques d'ordre moral. D'une part, il y a toujours la même question du statut de l'embryon. Question qui se pose, je dirais, à l'identique dans le cas de cellules souches embryonnaires provenant d'embryons surnuméraires ou d'embryons créés délibérément aux fins de greffe. Il y a deuxièmement la crainte d'une instrumentalisation du corps de la femme, puisque pour créer cet embryon, par clonage, on a besoin d'un ovule qui est donc prélevé sur une femme. Et d'autant que le rendement est mauvais du clonage thérapeutique, on pourrait craindre qu'on ait donc besoin de prélever de multiples ovules chez une femme. Et il faut donc trouver des femmes qui seraient d'accord pour se voir ponctionner des ovules à plusieurs reprises et après stimulation hormonale qui n'est pas sans poser quelques problèmes médicaux. Donc, troisième problème qui n'est pas le moindre, la maîtrise des techniques du clonage thérapeutique risque d'ouvrir la voie au clonage reproductif. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on réimplanterait l'embryon dans le corps d'une femme et se développerait un fœtus puis un bébé. Il y a donc là une pente glissante qui risquerait de conduire du clonage thérapeutique au clonage reproductif. Et on entend malheureusement suffisamment souvent certaines sectes parler de leur désir de mettre en œuvre ces techniques de clonage reproductif, et même sans parler de sectes, certains scientifiques parfois flirtaient avec cette idée pour souhaiter maintenir très ferme cette interdiction du clonage reproductif bien sûr, mais peut-être aussi interdiction du clonage thérapeutique vu les risques de dérive dont il est malheureusement assorti. On peut imaginer une solution alternative qui permettrait d'éviter les problèmes éthiques liés à l'utilisation des embryons. En effet, on a vu que les cellules souches existent également chez l'adulte et on a découvert récemment qu'il existe une possibilité de transdifférenciation. En fait, il est apparu qu'il était possible de faire changer d'orientation une cellule souche au cours de sa vie. Par exemple, on pourrait prélever une cellule souche du sang et la cultiver dans un milieu avec des facteurs de croissance adéquats qui permettraient de la transformer en cellule souche
neurologiques, par exemple, et qui pourraient donner lieu donc ensuite à des cellules du cerveau. Et on pourrait donc transformer la différenciation d'une cellule souche, laquelle a été prélevée chez un individu adulte, puisque ces cellules souches existent également chez l'adulte. Donc cette transdifférenciation permettrait de pallier à la fois, permettrait d'éviter à la fois le problème de l'utilisation d'embryons et le problème du clonage thérapeutique, mais en récupérant les avantages des deux techniques, puisqu'on aurait des cellules souches de la lignée adéquate pour soigner le malade et qui seraient également identiques à la personne receveur, puisqu'elles auraient été prélevées sur cette même personne. L'utilisation des cellules embryonnaires souches, elle va poser la question du statut de l'embryon, puisque l'utilisation de ces cellules va conduire forcément à la destruction de l'embryon. Donc qu'en est-il du statut moral de l'embryon humain? C'est une question difficile. C'est une question à laquelle les scientifiques ne peuvent pas répondre de façon formelle, puisque finalement, ça n'est pas une question scientifique, mais plus une question morale. Question vis-à-vis de laquelle chacun se déterminera en conscience, sachant qu'il existe par exemple différents courants religieux qui vont considérer les choses de façon différente. Et je dirais qu'en fonction des pensées, on pourra distinguer à un extrême la position suivante qui est celle du tout ou rien. Dès sa création, l'embryon est une personne à part entière, et puis à l'autre extrême, l'idée d'une personnification très différée de l'embryon, c'est-à-dire l'embryon n'est rien à sa conception, il ne devient une personne qu'au moment de la naissance, ou peut-être un peu plus tôt. Et à ce moment-là, on sera dans des pensées plus intermédiaires par rapport à ces deux extrêmes. Mais une fois de plus, la réponse, elle n'est pas de l'ordre du scientifique et se posera toujours cette question de la légitimité de l'utilisation d'un embryon pour un tiers, moyennant la destruction de cet embryon qui aurait pu devenir une personne. Donc voilà pour le problème du statut moral de l'embryon, sachant maintenant que ce problème il va se poser avec une acuité différente selon que on considère des embryons surnuméraires qui sont de toute façon voués à la destruction puisque le couple parental n'en veut plus, ou selon que l'on considère des embryons que l'on aurait créés délibérément aux fins de la greffe, puisque là, entre guillemets, ils n'ont rien demandé à personne, on les crée volontairement pour les détruire in fine. Donc cette question du statut moral de l'embryon va effectivement se poser de façon peut-être un petit peu graduée en fonction des cas de figure. Aujourd'hui en France, la loi interdit l'utilisation des embryons, quels qu'ils soient. C'est-à-dire qu'elle interdit l'utilisation des embryons surnuméraires aux fins de recherche et donc aux fins de greffe, mais elle interdit également la création d'embryons délibérément aux fins de greffe ou de quelque recherche. Et cette loi est en cours de réexamen. La première lecture a eu lieu à l'Assemblée parlementaire au début de l'année 2002 et il est extrêmement probable qu'un certain assouplissement des dispositions législatives soit adopté à l'occasion de ce réexamen. Ce sera bien sûr de façon très encadrée. D'une part, le consentement du couple dont est issu cet embryon qui sera utilisé donc, aux fins de greffe, ce consentement est requis de façon formelle. Et d'autre part, ceci sera fait sous le contrôle d'une agence nationale qui s'assurera que les choses sont faites dans le respect des dispositions légales. On peut resituer maintenant la position législative française dans le spectre très divers des législations européennes en matière de recherche et de prélèvement de cellules sur des embryons.
La position de la France, elle est finalement assez médiane, assez mesurée par rapport à d'autres positions qui sont beaucoup plus libérales et d'autres positions qui sont beaucoup plus restrictives, chacune témoignant de l'extrême complexité du débat autour de l'utilisation de l'embryon. Alors on peut souhaiter maintenant que l'Europe réussisse à trouver un consensus en matière d'utilisation de l'embryon, notamment aux fins de greffe. Le seul sujet sur lequel elle se soit mise d'accord de façon formelle est l'interdiction du clonage reproductif. Pour l'instant, il n'y a pas de texte consensuel concernant l'utilisation de l'embryon aux fins de greffe, par exemple. Mais effectivement, cette position française semble pouvoir constituer peut-être un juste milieu par rapport à des positions plus extrêmes.